Donc, bonjour à tous. Je vous présente aujourd'hui en mon nom et aussi en nom de mon collègue Didier Ayo, qui est professeur au département de génie mécanique à l'ADS aussi. Je vais faire une présentation un petit peu plus technique et donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Et je suis ingénieure et donc, oui, j'aime les équations. Okay. Je ne vous ferai pas peur avec les équations. L'idée de mettre l'équation, c'est plutôt de vous expliquer les termes ou les éléments qu'on considère dans nos modèles. Et donc, je vais vous présenter un peu un aperçu des termes abordés parce que c'est plutôt complexe, un peu le contexte de pourquoi on regarde ce sujet-là. Donc, c'est très focus sur le dimensionnement des systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d'air et évidemment la consommation d'énergie associée à l'utilisation de ces systèmes-là. Donc, je vais vous présenter un peu c'est quoi un calcul de charge. Donc, le calcul de charge, c'est le calcul de dimensionnement des systèmes. Ici, c'est pas la charge portante du bâtiment. Et comment ça s'insère dans un processus de modélisation énergétique. Donc, j'en ai quelques définitions, différentes méthodes. Puis après ça, je vais vous donner des exemples de résultats qu'on a reçus sur l'impact avec nos modèles qu'on a développés de l'éclairage, de la croissance, l'ajout du système CVCA, certains enjeux et perspectives. Donc, pourquoi on s'intéresse à la consommation énergétique? Bien, je pense que l'image vaut 1000 mots. On regarde la consommation par kilogramme en serre versus, j'utilise l'acronyme EPVI, qui est enceinte de production végétale intérieure, mais ça peut être ferme intérieure, ferme verticale, ferme conteneur. Tout dépend de l'échelle. Okay? Et donc, c'est une des raisons pourquoi on regarde cet aspect-là. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder un peu la répartition énergétique dans ces espaces-là. Donc, si on regarde dans une ferme verticale, on peut voir que mes données sont un petit peu différentes de celles de Martine, mais je pense que ça s'applique plus au marché nord-américain. Et donc, on voit que l'éclairage est plutôt autour de 50-55 %. Puis les systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement de l'air, dans ce cas-ci, on parle surtout de refroidissement et déshumidification, représentent quasiment un autre 50 %, 45 % de cette consommation-là. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment mieux dimensionner ces systèmes-là ou développer des méthodes pour les dimensionner, pour après ça, mieux les contrôler et, par le fait même, minimiser la consommation d'énergie et mieux contrôler l'environnement. Donc, pourquoi on s'y intéresse? Bien, c'est parce que quand on regarde les données de la littérature, ça a l'air de ça. Okay? Et pourquoi ça a l'air de ça? Ça veut dire que c'est un petit peu disparate. C'est pas tant le climat extérieur qui va avoir un impact comme dans un bâtiment normal dans ce cas-ci, parce qu'on s'entend, c'est minimal l'interaction avec l'extérieur. Mais c'est beaucoup dans le choix des systèmes, la façon de les modéliser et aussi la performance de ces systèmes-là, comment les considérer selon les fluctuations des besoins. Okay? Ça veut dire la quantité de chauffage ou de refroidissement qu'on doit ajouter à l'espace. Donc, ça nous intrigue et donc on veut en savoir plus et développer nos propres modèles pour pouvoir les valider. Donc, c'est quoi un calcul de charge? Bien, c'est un calcul de dimensionnement. Dans le fond, ce qu'on veut identifier, c'est à un moment donné, c'est quoi la quantité de chaleur ou de froid qu'il va falloir ajouter ou enlever dans un espace pour maintenir des conditions désirées. Okay? Donc, ça nous permet de décider ça va être quoi la capacité de notre équipement. Okay? Après ça, un coup qu'on a la capacité de cet équipement-là, il ne va pas toujours fonctionner à 100 % de sa capacité, on s'entend? Donc, on va regarder sa performance dans le temps selon le pourcentage d'utilisation. C'est ça qui va nous aider à estimer la consommation énergétique de cet équipement-là. Donc, on essaie de faire les deux en parallèle. Donc, quand on regarde, en général, on va faire 3 catégories de calculs pour faire le dimensionnement des systèmes. On va dimensionner nos systèmes de chauffage, nos systèmes de refroidissement et de déshumidification. Et par la suite, on va regarder notre système de distribution de l'air. Okay? Je suis un peu une puriste quand je regarde le calcul de charge. En industriel, ça peut être un petit peu différent dans la façon dont ils vont l'aborder, puis je vais montrer un peu les éléments. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est qu'on va regarder notre enveloppe. Donc, entre autres, c'est quoi les sources à l'intérieur de chaleur ou de froid, dépendamment du type de ce qui se passe dans l'espace, ce qu'on appelle les sources internes. On va avoir évidemment l'infiltration d'air et on va avoir, pas dans une ferme intérieure, mais sinon on pourra avoir aussi les gains solaires à considérer. Donc souvent, ça c'est la première étape, puis après ça, on va rajouter des systèmes. Puis là, on peut avoir des boucles de rétroaction entre les deux. Pourquoi? Bien parce que le système de déshumidification qui est dans l'espace, par exemple, va rejeter de la chaleur. Et donc, il faut le rajouter dans notre calcul pour s'assurer que notre système de refroidissement va le prendre en considération. Donc, en général, on utilise 4 types de
puissance pour dimensionner nos systèmes. Le premier, c'est le gain instantané. Qu'est-ce qui s'en va directement dans l'espace? Ça, c'est quand même un assez grand défi dans les fermes verticales parce qu'on a une partie, entre autres au niveau de l'éclairage, qui est la portion radiative, qui s'en va en général dans le mobilier ou dans l'espace, mais qui ne devient pas instantanément un gain dans l'espace. Il y a comme un délai entre les deux. Puis comment considérer ce délai-là dans les fermes verticales? C'est pas 100% clair encore dans notre tête. Okay? Puis quand ce délai-là arrive dans l'espace, ben c'est là qu'on va essayer de trouver le moment maximum où est-ce qu'on a toutes les charges en même temps. Puis là, c'est là qu'on va dimensionner notre équipement. Okay? Un coup qu'on a dimensionné l'équipement, là, on va avoir aussi sa capacité à extraire de la chaleur. On s'entend pas, là, c'est pas instantané, cette extraction de chaleur-là. Okay? C'est pour ça que des fois, on ne réussit pas à maintenir toujours nos conditions, même si on a fait des changements dans notre espace. Puis, éventuellement, bien, ça nous permet de dimensionner des équipements plus précis. Un coup qu'on a dimensionné notre équipement, bien là, on peut utiliser des outils de modélisation énergétique. Okay? Donc, de simulation thermique dynamique, c'est deux termes un peu interchangeables dans ce cas-ci. Donc, on peut utiliser ces outils-là pour faire le calcul de charge. Je vais vous montrer quelques exemples, mais on peut l'utiliser aussi justement pour, si on rajoute des équipements ou qu'on essaie d'estimer combien de chaleur ou de froid il faudrait faire sur une plus longue période de temps. Donc, la simulation permet entre autres de représenter différents éléments du bâtiment, sa consommation, son kilowatt, est-ce qu'on maintient les conditions, et une des choses qu'on aime beaucoup, c'est de regarder la répartition énergétique, donc quel pôle consomme plus d'énergie dans le bâtiment. Donc, en général, on va avoir besoin du même type d'informations pour débuter notre calcul de charge ou notre modèle. C'est-à-dire qu'on va commencer par définir l'espace. Là, j'ai mis les deux types d'espace, mais on s'entend, on va focusser vraiment sur les fermes intérieures. Ensuite, il faut définir nos conditions intérieures. Donc, le producteur, c'est important qu'il sache c'est quoi les conditions intérieures qu'il va vouloir maintenir parce qu'on les utilise pour dimensionner l'équipement. Donc, on va voir que ça va avoir un gros impact sur la consommation. Ensuite, on regarde nos sources internes. On s'entend dans la ferme verticale. Il y en a deux principales, c'est-à-dire notre éclairage et nos plantes. Et finalement, c'est là qu'on va pouvoir dimensionner nos systèmes, puis après ça, voir comment leur performance fluctue dans le temps. Donc, quand on regarde les conditions intérieures, ben, on regarde le déficit de vapeur. C'est plus ça qui nous intéresse. Puis un des enjeux que vous allez voir, c'est que il y a des plages qui sont respectées. Donc, dans ce cas-ci, en général, pour les légumes feuillus, parce que là, pour le moment, on a des modèles de laitue principalement, là, mais on va faire des expansions plus tard. On peut voir que ça, c'est une plage qui est raisonnable. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que si on regarde un BPD de, excusez-moi, je l'ai dit en anglais, là, mais tout le monde comprend, j'imagine, de 0,66 par exemple, on pourrait soit maintenir l'espace à 20 degrés Celsius, 72 d'humidité, ou à 24 degrés Celsius et 76 d'humidité. Et la plante, elle, théoriquement, elle n'y verrait que du feu. Je vais laisser Martine me corriger si je me trompe. Okay? Mais d'un point de vue système, c'est très, très, très différent. Martine a mentionné le taux plus haut d'humidité qui était intéressant parce que moins de désume. Une température plus élevée, donc moins de climatisation. Donc là, on rentre dans comment on dimensionne notre système, puis c'est quoi les valeurs qu'on devrait utiliser pour dimensionner ce système-là. Donc, je reviens un peu à mon calcul de charge, mais là, je rajoute mes sources internes dans mon bâtiment. Donc, une des choses en bâtiment qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne considère pas l'évapotranspiration en période de chauffage. Par contre, la plante, quand elle respire, c'est-à-dire quand il n'y a techniquement rien qui se passe dans le bâtiment, c'est un peu ça le calcul de chauffage, bien, elle va se refroidir sur elle-même et donc, elle va créer un besoin supplémentaire de chauffage dans l'espace. Donc, il faut le prendre en considération, surtout vers la fin du cycle. Puis, ensuite, on va avoir deux catégories de refroidissement. Donc, le refroidissement sensible qui est pour baisser la température et le refroidissement latent qui est lié à la déshumidification. Donc, dans ce cas-ci, on parle beaucoup de l'évapotranspiration. On s'entend, on a déjà mentionné que l'infiltration et la ventilation en général va être minimale. Par contre, dans un climat froid comme le nôtre, il faut se questionner, ne devrait-on pas utiliser l'air froid extérieur pour refroidir ces espaces-là en hiver? Okay? À moins qu'on la récupère pour autre chose. Okay. Donc, je reviens aux méthodes de calcul. Là. Quand on fait le dimensionnement des équipements, il y a comme deux approches
Là, la première approche, c'est pas moi. La méthode manuelle, en fait, se base sur plutôt les calculs de perte puis de gain dans l'espace, puis utilise comme des données d'irrigation pour estimer l'évapotranspiration de la plante. Donc, la majorité des gens dans l'industrie qui font du dimensionnement d'équipement, c'est comme ça qu'ils font le dimensionnement d'équipement. Puis nous, on propose l'utilisation d'un outil plus sophistiqué avec un modèle d'évapotranspiration qui est plus dynamique, sur lequel même on commence à rajouter des courbes de croissance pour voir l'impact de différentes conditions sur la productivité de l'espace. Donc, je vous donne un exemple. En fait, j'ai deux systèmes qu'on utilise là, souvent pour prendre nos exemples. Donc, ici, c'est comme une ferme conteneur. Les proportions ne sont pas idéales hein, parce que je ne suis pas très bonne en dessin. Mais tout ça pour dire que ça vous donne une idée que c'est une ferme conteneur qu'on essaie de maintenir autour de 21 degrés Celsius, 70% d'humidité. Là, je regarde surtout les données pendant la photosynthèse. Okay? On prend pour acquis qu'il y a un enrichissement en CO2. Donc, oui, il faut établir des hypothèses à ce stade-ci. On a une densité d'éclairage qui est spécifiée ici. Puis, on a une densité de plantes qui est estimée à environ 1150 plants dans ce cas-ci. Là, c'est quand même assez dense. Donc, si je fais mon calcul de charge, mais avec la méthode manuelle. Donc, je commence, je vais regarder quelle quantité d'éclairage que j'ai. On a parlé de 2 sources internes, donc c'est ces 2 sources internes-là qu'on veut regarder. On considère dans ce cas-ci qu'il n'y a presque pas d'échange avec l'extérieur. Donc, mon éclairage, si j'ai mis une densité de 167 watts par mètre carré, j'ai estimé, on s'entend, j'avais 3 étages de culture. Fait que l'accumulation de ces superficies-là est estimée à environ 65 mètres carrés. Et ça me donnerait 10 000 kilowatts environ de chaleur qui irait dans l'espace. Ça, c'est si je prends pour acquis que toute la chaleur de la lampe s'en va dans l'espace. Est-ce que vous voyez que c'est réaliste? Bon, la plante en prend une partie, hein, on s'entend éventuellement. Puis l'autre chose, c'est qu'on se souvient, on a parlé d'une partie qui était instantanée puis une partie qui avait un délai. Bien, le F convectif, c'est la partie qui est instantanée. Ça veut dire qu'on pense tout le temps que l'énergie va toute dans l'espace. Donc ça, c'est une hypothèse qui est utilisée pour le calcul manuel que nous, on questionne finalement. Donc là, ça nous donne ce qu'on appelle la charge sensible pour laquelle il faut faire baisser la température qui va être de cette nature-là. Maintenant, si on regarde notre plante, puis là, mes données d'irrigation n'ont peut-être pas d'allure, hein, c'est juste pour illustrer le calcul. Vous me direz si c'est bon. C'est pas facile à trouver dans la littérature. Donc, dans ce cas-ci, j'ai utilisé 1,1 litre par plant par jour, OK? Puis ça me donne environ 230 litres par jour. Puis je vais aller estimer ma charge latente en utilisant l'énergie latente de vaporisation de l'eau. Et dans ce cas-ci, ça va me donner environ 7500 watts de déshumidification qui serait requise. Par contre, la plante, en évaporant sur elle-même, va aussi refroidir l'espace et donc, il faut considérer cet élément-là dans le calcul pour vraiment déterminer c'est quoi la charge sensible de l'espace. Donc, on soustrait ces deux valeurs-là un de l'autre et ça nous donne une nouvelle valeur de 3280. Okay. Et donc, si on regarde ce qu'on appelle le ratio de chaleur sensible. Donc, le ratio de chaleur sensible, c'est la capacité d'un équipement par lui-même à être capable de assécher l'air et aussi baisser sa température. Okay? Puis, on va voir que dans les équipements communs vendus, souvent, le ratio de chaleur sensible va être autour de 0,8, 0,9. Okay? Donc, si notre ratio de l'espace est plus bas que ça, bien déjà, en se partant, il faut savoir que ça ne sera pas un équipement standard, parce qu'il n'est pas capable de maintenir ces conditions-là tout le long du cycle. Okay. Donc, c'est un peu la définition ici que j'ai mise. Donc, c'est important de connaître c'est quoi ce ratio de chaleur sensible-là dans l'espace parce que ça détermine le type d'équipement ou comment on va traiter ces ratios de chaleur-là. Donc, ça, maintenant, on utilise une méthode plus sophistiquée, on va dire, OK, qui est vraiment ce qu'on aime faire en tant que chercheur. On va développer, on va prendre notre espace, puis là, on va mettre plus de détails sur notre éclairage. Donc, on va avoir ce qu'on appelle la portion radiative de petite onde, qui est en fait celle-là qui est utile à la plante pour la photosynthèse. Donc, c'est la partie qui nous intéresse. Plus cette fraction-là est élevée, plus la plante est contente parce qu'elle mange plus, si on veut. Okay? Je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais ça donne l'idée. Puis après ça, on va avoir la fraction convective qui, elle, va aller vraiment dans l'espace. Donc, on développe des nouveaux modèles pour l'éclairage. Puis ensuite, on développe des modèles de plantes. On a 2 catégories de modèles. On en a un où est-ce qu'on peut mettre un indice foliaire, ça veut dire qu'on prend pour acquis que notre croissance est un peu
diversifié puis qu'on cultive au fur et à mesure, puis c'est tout le temps constant dans l'espace, ou on pourrait faire croître toutes les plantes d'un coup, puis après ça, toutes les cueillir, puis recommencer. Okay? Donc, deux différentes. On utilise l'indice foliaire, justement, pour déterminer ceux-là. Oui. Dans votre calcul, vous faites les 3 types là. Oui. Est-ce que vous tenez compte du fait que ce que la plante n'utilisera pas, votre récupérer? Qui va retourner dans l'espace? Ouais. Oui, nous, on l'utilise. Oui. Oui, puis ça aussi, c'est un défi parce que ça va varier avec la couleur de la plante, à quel point, puis la densité de l'espace. Puis ça peut même varier dans le temps, hein, parce que quand ta plante est petite, elle en absorbe moins, parce qu'elle occupe moins de superficie au sol, alors que quand ta plante est plus grande, elle occupe plus de superficie. Donc, oui, on le prend en considération. OK. Donc, on utilise ces deux modèles-là. Donc, le modèle de lumière, il y a une partie qui va justement à l'espace. Vous étiez une animation d'avance, puis une partie qui va à la plante. Puis après ça, on échange entre la plante ce qu'on appelle justement les 3 types on va utiliser la température de l'air puis l'humidité relative de l'air qu'on veut maintenir dans l'espace. Ça devient un intrant à la plante. Puis il y a comme une boucle de rétroaction. Là, je ne l'ai pas illustré. Ça nous permet d'estimer ce qu'on appelle la charge sensible, qui est le Q-conf plante, la charge latente, qui va être un peu les besoins en déshumidification. Puis, justement, on parlait du short wave à la zone, donc la portion qui n'est pas absorbée par la plante. Et le long wave s'en va directement dans l'espace déjà. Donc, justement, c'est un peu pour illustrer le modèle de plante. Donc, on a la portion qui s'en va directement dans l'espace, qui devient instantanée. Puis, après ça, on a la portion rayonnement 1 qui est à longue longueur d'onde, qui va être celle qui va avoir un délai. Puis, la portion courte, qui est justement une portion qu'on estime qui est absorbée par la plante ou utilisée par la plante, puis une autre qui est renvoyée dans l'espace. Okay. Puis là, on peut voir que ce ratio-là, dépendamment du type de lampe, va varier. Okay. On va voir, je vais illustrer avec un exemple, l'impact justement de ces variations-là dans la répartition des différents types de radiation. Si on regarde maintenant notre modèle de plante. Donc, notre modèle de plante, c'est une version simplifiée. Okay? Puis, on ne regarde pas la portion irrigation, on s'entend, ça a un impact aussi. Donc, on peut avoir 2 types d'éclairage, soit le solaire ou l'artificiel. Dans notre cas, ici, on regarde juste l'artificiel. Okay? Donc, ça vient l'onde courte, le short wave qu'on appelle, qui va à la plante. Okay? Donc, on a notre rayonnement. Puis, en fait, ce qui nous intéresse, c'est la quantité de chaleur latente ou l'évapotranspiration, puis la chaleur sensible qui va être retransmise à l'espace. Donc, si j'écris mon équation puis que j'élimine les termes qui sont plutôt négligibles dans mon bilan d'énergie, bien là, on peut voir ici qu'on arrive à la radiation nette qui est souvent utilisée dans l'industrie, c'est le R net, mais ça équivaut en bâtiment à cette variable-là. Puis, ce qui nous intéresse, dans le fond, c'est le Q latent, puis le Q convectif ou le Q sensible de cette équation-là. Donc, je vais accélérer un peu. Donc, juste quelques résultats. Là, ici, ça montre plusieurs résultats sur les éclairages, sur l'éclairage. Mais ce qu'on peut voir, c'est que en début de cycle, quand la plante est petite, on n'a pas tant d'impact, mais plus on avance dans le temps, bien, plus on peut voir que le type d'éclairage va avoir un impact sur le ratio de la chaleur sensible et latente. Donc, c'est important de spécifier cette information-là parce que ça a un impact sur comment l'équipement va être en mesure de maintenir les conditions. Okay. Puis là, ici, ça montre un peu le calcul de charge sur une longue période. Fait que si on regarde avec la croissance, on peut voir que ça fluctue dans le temps. Mais quand tu fais un calcul manuel statique, tu as juste une valeur. Mais on s'entend, là, à la fin du cycle, je ne suis pas sûre que ton équipement va être en mesure de maintenir les conditions qu'on veut. Okay. Donc, ça montrait la charge latente et sensible. Donc, je vais faire un autre exemple. Maintenant, ça, c'est un système, c'est un banc d'essai qu'on a. Fait qu'éventuellement, on va vouloir valider ces résultats avec notre banc d'essai-là. Il est encore en construction. Je vous ai mis les nouvelles conditions qui sont dans l'espace. Puis là, on va regarder les 2 types de lampes, c'est quoi l'impact, mais aussi l'utilisation d'une approche qu'on dirait diversifiée versus une approche où est-ce qu'on ferait croître toutes les plantes en même temps pour les cueille une fois à la fin. Donc ici, vous pouvez voir en fait les résultats agglomérés. Inquiétez-vous pas, je vais les défaire en plus petite. Donc, si on regarde avec, le plus facile pour l'éclairage, c'est de regarder un modèle où est-ce que l'indice foliaire reste le même à travers le cycle. On peut voir qu'il y a quand même une différence marquée entre la chaleur latente et la chaleur sensible dans l'espace.
dû au fait que la plante ne va pas utiliser l'énergie, elle va avoir plus d'énergie avec la haute efficacité, donc elle va évaporer plus. Et donc, ça change le ratio entre la portion sensible et latente dans l'espace. Donc, c'est pas nécessairement le même équipement, dépendamment du type de lampe que vous utilisez, que vous allez pouvoir utiliser. C'est ça la conclusion de l'image. Deuxième exemple, c'est si on utilise deux types de lampes différentes, mais qu'on met un modèle de croissance tout en même temps. On peut voir au début du cycle que ça n'a pas vraiment d'importance, mais lorsqu'on arrive à la fin du cycle, donc à peu près à mi-chemin, là on est sur un cycle d'environ 30 jours, bien là, on peut voir que ça a de l'importance parce que la plante va croître de façon exponentielle et encore une fois, les ratios vont changer. Maintenant, ici, si on regarde vraiment l'impact de l'éclairage, là, encore une fois, on peut voir que quand on est avec une croissance constante, il y a quand même des différences. Fait que là, c'est vraiment le sensible ratio. Donc, si on a utilisé un modèle constant, c'est plus facile à gérer, hein, parce que dans le sens où est-ce que ton ratio de chaleur sensible à latent va toujours être le même. Fait que théoriquement, ton équipement devrait mieux fonctionner. Mais on peut voir qu'il y a quand même une différence si on utilise des lampes à haute efficacité, où est-ce qu'on va être au 0.6, donc plus besoin de déshumidification, versus que si on a des lampes à basse efficacité, ou dans ce cas-ci, on va être plus proche d'un système standard. Okay? Avec la croissance, bien là, c'est encore plus marqué parce que ce ratio-là va vraiment fluctuer dans le temps. Okay? Donc, on peut voir qu'au jour 9, il va être à 0.9, à 0.99, puis à la fin, il va être jusqu'à 0.53 ou même jusqu'à 0.33. Okay? Donc, ça ne prend pas du tout le même genre de système pour maintenir les mêmes conditions au début du cycle et à la fin du cycle. Donc, c'est pour ça qu'il y a des défis d'opération dans ces espaces-là. Donc, en conclusion, ce que ça veut dire, c'est que bien, plus la lampe est efficace, bien, plus il y a de photosynthèse possible et donc d'évapotranspiration associée à ça. Donc, ça fait qu'il y a une plus grande portion qui est utilisée par la plante de l'éclairage, mais ça augmente la demande en désification, mais ça réduit la demande en chauffage sensible. Par contre, au niveau de la croissance, ce qu'on remarque, c'est vraiment en fin de croissance que ça va être problématique, pas au début du cycle. Si on rajoute des systèmes, parce que là, on faisait un peu une approche théorique où est-ce qu'on ajoutait comme une quantité infinie de froid ou de désume qu'on pouvait dans l'espace sans regarder l'efficacité du système. Là, je vais vous montrer un exemple. Je reviens sur ma ferme conteneur où est-ce qu'on a rajouté des systèmes. Ça, c'est un peu le type de système qu'on a. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est un peu la répartition qui correspond à ce qu'on voit dans l'industrie. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir que notre éclairage correspondait à 49 de la consommation, ce qui est attendu, c'est très similaire à ce qu'on voit. Si on combine la désume et le refroidissement, bien, vous pouvez voir qu'on est à, excusez-moi mes maths, 40 donc il est très proche aussi de ce qu'on a vu sur la première diapositive. Okay? Je regarde juste le temps qui me dit 5 minutes. Puis, on peut voir qu'on a quand même des mini-besoins de chauffage et de humidification. Ça, c'est souvent au début du cycle où est-ce que la plante ne va pas évapotranspirer autant et donc, il va falloir rajouter de l'humidité pour maintenir les mêmes conditions. Ça vous montre aussi les valeurs fixes. Là. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça correspond pas mal à ce qui est présenté dans la littérature ou dans d'autres études sur le sujet. Donc, les enjeux, c'est l'éclairage. Premier enjeu, l'éclairage. Faut savoir c'est quoi le type de lampe qu'on va utiliser, puis il faut savoir aussi ses propriétés thermiques. Cette information n'est pas très disponible sur les lampes horticoles. Fait qu'on est en train de développer des projets pour voir si on ne serait pas capable, nous, de la mesurer, de voir l'impact que ça a. Puis c'est aussi, on va commencer à avoir des projets où est-ce qu'on refroidit les DEL à l'eau. Et donc, on pense que ça va avoir un impact aussi sur la répartition de ces flux-là dans l'espace. Okay? Deuxième approche, ben là, regardez au niveau de l'évapotranspiration, ben, je pense que les résultats étaient évidents qu'un modèle statique, ben, ton équipement, il va être capable de faire quelque chose, mais pas sûr que tu seras capable de maintenir tes conditions tout le temps dans l'espace. Le vrai défi, c'est au niveau de l'opération, hein, variation j'ai pas parlé de la respiration, mais on pouvait voir que ça fluctuait en 2 états. Donc, on a 2 défis. Premier, un quotidien entre la photosynthèse et la respiration. Et un deuxième défi sur le cycle de croissance. Donc, trouver des équipements, un équipement qui va faire ça, je pense que c'est, j'allais dire un pléonasme, mais c'est presque ça. Okay? Évidemment, ben, le fait qu'on a des équipements qui ne sont pas nécessairement bien dimensionnés, ben, ils consomment souvent plus d'énergie que ce qu'ils devraient.
Donc, les perspectives, on développe notre modèle de plante, puis il s'en vient de plus en plus sophistiqué avec la croissance. Donc, ça veut dire que tu parlais de durée de photosynthèse, de PPFD, de DLI, de combinaison. Mais là, avec le modèle qu'on est en train de développer, on peut regarder la consommation d'énergie, puis le kilogramme produit, puis faire des analyses plus paramétriques pour proposer des nouvelles solutions. Donc, nos premiers modèles sont déjà disponibles sur GitHub, puis les modèles plus sophistiqués vont être disponibles sous peu. On essaie de caractériser les espaces parce que oui, c'est bien beau avoir pris des données de la littérature, mais on aimerait avoir des vraies données pour vérifier que nos modèles fonctionnent adéquatement. Donc, si ça vous intéresse, on développe plein de petits systèmes de monitoring pour prendre les conditions intérieures. Donc, évidemment, on crée des espèces de boucles de rétroaction entre les deux pour s'assurer que les modèles sont valides. Puis, finalement, ce qu'on veut faire, c'est vraiment développer. Là, la méthode avec le modèle, c'est intéressant, là, mais inquiétez-vous pas, on veut aussi développer des genres de chiffriers qui pourraient aider au dimensionnement basés sur ces modèles plus sophistiqués-là, qui seraient beaucoup plus accessibles aux producteurs. On veut développer aussi des indicateurs qui pourraient aider. J'ai vu que Martine en avait proposé, mais peut-être en combiner plus ensemble pour développer des indicateurs pour comparer les espaces qu'on a déjà commencé entre les serres et les fermes verticales. Puis, optimiser l'opération, évaluer les potentiels de synergie. Éric en a mentionné quelques-uns. Centre de données, même synergie, ferme verticale, serre, pour être intéressant. Puis, on veut développer des outils d'aide à la décision. Et en conclusion, je pense que je vais être juste dans mon temps. J'aimerais remercier tous nos partenaires financiers de ce projet. Merci.